Toute cette satanée tragédie débute avec Ava Brooks qui réinvestit sa demeure d'antan, tel un spectre lamentable obsédé par ses propres fiascos. Elle se pointe aux fiançailles de sa soi-disant meilleure amie, Danica Richards, une corvée mondaine qui empêche le calvaire à l'état brut. Ava est encore totalement paumée suite au décès de sa mère, un état légitime, mais parallèlement, elle marine dans l'angoisse à la perspective de retrouver sa conquête du lycée, Milo Griffinge. C'est le cliché éreintant et téléphoné de la confrontation avec un ex que chacun est contraint de se coltiner. La mascarade festive démarre et ce ramassis de comédiens se réunit après une absence qui, de toute évidence, fut trop brève pour susciter le moindre soupçon de maturité. Danica s'est entichée d'un abruti fadasse nommé Teddy Spencer, le rejeton doré sur tranche d'un nabab de l'immobilier à la fortune indécente, un certain Grant. Jill, la génitrice de Teddy, daigne honorer l'assemblée de sa présence, toisant assurément la pièce entière du regard méprisant de la haute société pécunieuse. Milo ce suce buz invertebrei drag ostensibili ma ava tout baratinant Teddy avec des salades sous leur soi-disant passif platonique. L'atmosphère est à ce point saturée de tensions sexuelles refoulées et de nocivité suppurante qu'on pourrait en crever d'asphyxie. Une fois la sauterie terminée, ces 4 crétins tombent sur une ex-pote larguée aux oubliettes, Stevie Ward, qu'ils avaient poltronnement zappée. Stevie fulmine d'une colère justifiée après avoir été planté là par sa clique de merde sitôt leurs études achevées. Faisant fi du malaise ambiant, ils s'adonnent à une comédie affligeante de camaraderie et la conviennent bêtement à se joindre à leur équipage. Franchement, comment ça pourrait merder d'intégrer une réprouvée vindicative au sein d'une coterie déjà passablement viciée? Ce quintet de bras cassés se fourre dans une bagnole et sillonne la ville avec l'entrain décérébré de pubères en pleine poussée hormonale. Ils stoppent leur déambulation absurde pour mater un feu d'artifice, plantant le décor idéal pour une débilité de première catégorie. Teddy, en proie à un instant d'imbécilité pure et sans cervelle, se met à gesticuler comme un guignol au beau milieu du trafic. Il manque de finir écrasé comme une galette par un véhicule qui déboule avant que Milo, dans un éclair de lucidité inhabituel, ne le projette hors de danger. Durant un court instant, la clique réalise que les piteries de grands gamins de Teddy ne sont pas charmantes, mais carrément létales. À cet instant même, un pick-up surgit sur la chaussée, effectuant un écart brutal pour ne pas pulvériser la forme stupide de Teddy. Le boto part en toupie, évente la rambarde de sécurité et finit en équilibre instable au-dessus du gouffre. Dans un flash d'aveuglement collectif, ces 5 nigauds se convainquent qu'ils forment une espèce de commando de secours héroïque. Ils s'affairent en tous sens dans un effort chaotique et vain pour redresser la situation, en extrayant le conducteur coincé et en tirant le véhicule du précipice. Leur manœuvre constitue un fiasco pathétique, le camion cédant fatalement à la gravité et glissant hors de leur prise dérisoire. L'engin pique vers les rochers en contrebas, se changeant en un amas de tôle froissée et de flammes qui sent la mort. Milo, détenteur de l'unique neurone valide de la bande, a la présence d'esprit minimale d'appeler ses putains de poulets sur le champ. Les autres dégonflés, Danica en meneuse, cèdent à la panique et optent pour le délit de fuite. Danica a ensuite le toupet monstrueux de faire pression sur Ava pour lui extorquer un pacte du silence, exigeant qu'elle camoufle leur impéritis meurtrière. Cette manœuvre démontre sans l'ombre d'un doute que Danica est une indigente morale préoccupée uniquement par sa propre préservation au mépris de tout. Ils viennent de provoquer la mort d'un type par stupidité crasse, et leur premier réflexe est de sauver leur propre peau. Inconséquence, ils se cassent dans la pénombre, abandonnant derrière eux un match à baies et un tissu de beubare indémêlable. Une misérable année entière s'égrène, et l'on pourrait présumer qu'une leçon aurait fini par percer leurs crânes obtus. Ava est de nouveau entraînée dans le bourbier de Southport pour l'enterrement de vie de jeune fille de Danica, un autre mémorial à ses choix de vie désastreux. Avant de rejoindre sa clique lamentable, Ava s'offre une baisse sans conséquence avec une certaine Tyler. Il s'avère que cette Tyler est l'hôtesse d'un podcast au titre grotesque « Vivre, rire, massacrer », ce qui constitue une nouvelle strate dans ce putain de bourbier. Elle cultive aussi une fascination macabre pour la tuerie de Southport de 1997, un red flag si gigantesque qu'il pourrait occulter le soleil. Milo embarque Ava et Tyler, instaurant un trajet en caisse si foncièrement malaisant qu'il pourrait faire cailler le lait. Au cours des retrouvailles, Ava apprend que Danica et Teddy ont, de fait, balancé leur fiançailles à la poubelle. Dans une volte-face qui ne surprend absolument personne doté d'un poule, Danica est désormais promise à un autre imbécile du nom de Wyatt. On apprend aussi que Stevie a passé l'année entière à astiquer les bottes de Danica en guise d'ami loyal, tandis qu'Ava était bien opportunément aux abonnés absents. La pure concentration de vacheries passives-agressives dans la pièce est une puissance tangible et étouffante. En plein milieu du cérémonial d'ouverture des paquets, Danica tombe sur une carte arborant une mention atrocement familière et glaçante. Le message proclame « Je sais ce que vous avez fait l'été dernier » et à ce point, tout est sur le point de leur exploser à la figure. Danica refile discrètement le mot à Ava, Milo et Stevie, son cerveau sautant illico à la conclusion la plus arrangeante.
Elle est absolument persuadée que le billet provient de Teddy, qu'elle imagine encore en train de ressasser leur séparation. Il est lamentablement plus simple d'incriminer l'ex délaissé que de faire face aux répercussions de ses décisions calamiteuses. En conséquence, Ava, Milo et Stevie se pointent sur les quais pour cuisiner Teddy et lui arracher des explications à bord de son rafion. Ils le trouvent avachi dans une stupeur éthylique, un état d'une prévisibilité navrante pour un tel grand dadais. Teddy réfute avec fureur leur accusation délirante et enjoint à ses anciens comparses d'aller se faire foutre sans délai. C'est peut-être un cataclysme sur pattes, mais il n'est assurément pas l'emmerdeur qui se cache derrière ces messages menaçants. Le soir même, Danica et son fiancé du moment, Wyatt, tentent de s'offrir une parenthèse intime dans l'ensemble de leur devoir. Danica, dans sa sagesse infinie, opte pour un bain totalement inconsciente du désastre imminent qui les guette. Wyatt remarque l'activation de l'éclairage extérieur et en déduit logiquement qu'un intrus rôde sur la propriété. Il part en reconnaissance, ne trouve que Pouic et se retourne juste à temps pour se faire transpercer le torse par un harpon. L'assaillant, vêtu d'un ciré noir, arrache l'arme et le réempale, histoire d'être bien certain du résultat. Ce nouveau meurtrier n'est qu'un imitateur minable du pêcheur originel, copiant l'attira jusqu'au crochet emblématique. Le pêcheur entreprend de profaner le cadavre de Wyatt, tandis que Danica barbote dans une ignorance bienheureuse, écoutant un enregistrement. Lorsqu'elle daigne enfin descendre, elle est accueillie par le corps sans vie de Wyatt, mis en scène tel un doigt d'honneur sculptural et grotesque. Gribouillé sur le mur avec son propre sang, le message d'une évidence douloureuse, on ne peut effacer le passé, sale pute. Manifestement impossible d'échapper à vos conneries, bande de tocards chancelants. La clique au grand complet se retrouve, comme on pouvait s'y attendre, au poste de police, comme si c'était leur résidence secondaire. Ils se regroupent plus tard tels des moutons paniqués, tentant de deviner l'identité de leur bourreau. Ils finissent par obtenir le nom du défunt, Sam Cooper, mais sont trop stupides pour lui trouver le moindre lien avec eux. Un neurone solitaire s'allume enfin dans la caboche d'Ava et elle se remémore Tyler et son podcast morbide sur les homicides d'une stupidité abyssale. Elle en déduit que cette fana obsessionnelle de faits divers détient d'une façon ou d'une autre la clé de leur situation sanglante. Ava organise un rendez-vous avec Tyler qui est absolument aux anges à l'idée de déballer chaque détail sordide du carnage originel. Tyler escorte ensuite Ava jusqu'à la tristement célèbre demeure de Bayside, le lieu même d'un précédent incident. Cette initiative représente le summum absolu de la crétinerie, l'équivalent d'une invitation ouverte à se faire trucider. Comme invoqué par leur bêtise, le nouveau pêcheur se manifeste et entame son assaut au couteau sur les deux femmes. L'assassin parvient à enfermer Ava dans une cage avant de pourchasser Tyler à l'étage. À ce moment précis, Stevie débarque prétendument alerté par un message faussement inquiet d'Ava. Ava réussit une évasion à la Houdini pendant que le tueur accule une Tyler pétrifiée. Tyler est sauvagement poignardée, mais dans un dernier souffle, elle parvient à démasquer le pêcheur. Elle halète en « toi » abasourdi avant que le monstre ne la balance par une fenêtre pour la pendre. Ava et Stevie ne peuvent qu'observer, horrifiés, le cadavre de Tyler se balancer au dehors, un témoignage macabre de leur jugement déplorable. La municipalité de Southport organise un forum public pour noyer le poisson concernant la mort très médiatisée de Tyler. Grant Spencer, ce maniaque cupide, tente de faire passer son meurtre pour un suicide afin de préserver les précieux revenus touristiques de la ville. Parmi les habitants prétendument concernés se trouve nul autre que Ray Brunson, un survivant du premier bain de sang. Ne découvrons que Ray est désormais l'employeur de Stevie, une coïncidence si grossière qu'elle hurle au complot. Se sentant complètement dépassée, Ava se réfugie dans une ville voisine pour consulter l'autorité suprême en matière de conneries de ce genre. Elle parvient à localiser Julie James, devenue une professeure d'université recluse dans une tentative pathétique de mener une existence normale. Julie, ayant déjà survécu à cette merde de pêcheur, ne veut absolument rien avoir à faire avec ce cauchemar récurrent. Cependant, face à la terreur et au désespoir brut d'Ava, elle capitule bêtement et laisse entrer la femme aux abois. Leur conversation révèle que Julie et Ray sont divorcés et se vouent désormais une haine mutuelle et féroce. Simultanément, Ava, Milo et Stevie s'aventurent dans une casse, partant de l'hypothèse stupide que le camion de Sam s'y trouve. Ils déterminent que le véhicule appartenait à un pasteur du coin nommé Judah Gillespie, à qui Sam l'avait dérobé. Le récit s'encombre d'une pléthore de fausses pistes religieuses et de postures moralisatrices. Danica et Teddy, réunis par la terreur pure, en viennent à la conclusion que visiter un cimetière est une manœuvre tactique géniale. Ils localisent la tombe de Sam Cooper, qui arbore de manière troublante une composition florale fraîche, parce que bien sûr, ils supplient le gardien de visionner les enregistrements de sécurité pour identifier le mystérieux donateur de fleurs. Tandis que le gardien part enquêter, le pêcheur se matérialise et lui tranche nonchalamment la carotide.
Teddy tente de retrouver le vieil homme, mais le tueur surgit et se lance à la poursuite de Danica à travers le cimetière. Elle se planque à l'intérieur d'un char de parade, une cachette si spectaculairement absurde qu'elle défie toute logique. Le pêcheur le débusque sans peine, mais Teddy exécute un plaquage maladroit sur le tueur, permettant à sa propre personne pathétique de s'enfuir. De retour à la résidence d'Ava, elle et Milo tentent de créer un moment intime qui vire rapidement au festival du malaise. Elle lui demande de l'étrangler et cet imbécile décontenancé devient si perturbé qu'il est contraint de quitter la pièce. Milo se retire dans son automobile pour un chargeur, saisissant l'occasion pour un moment véritablement pathétique d'apitoiement. Avant qu'il ne puisse réintégrer la maison, le pêcheur jaillit des ténèbres. Le meurtrier étrangle Milo avec une corde, puis lui brise la nuque de manière décisive pour la touche finale et brutale. Le pêcheur utilise ensuite le téléphone de Milo pour manipuler Ava par texto, lui faisant croire qu'il est simplement parti pour la nuit. Ray déboule chez Julie, furibond qu'elle ait encouragé Ava à enquêter seule sur cette situation mortelle. Il lui fait une leçon de mec, prédisant qu'Ava et ses amis subiront le même sort funeste que leurs propres anciens compagnons d'infortune. Danica et Ava visitent l'église locale, y rencontrant le pasteur Judah et une femme quelconque nommée Anna. Danica, jouant à la détective du dimanche, s'infiltre dans le bureau de Judah pour y mener une fouille empotée. Elle y déniche des carnets remplis de photographies de Judah et Sam, une trouvaille qui hurle littéralement « C'est moi le tueur !» Eva l'avertit de l'approche de Judah et Danica évite de justesse d'être démasquée en se cachant dans un mouvement de panique. Totalement convaincus de leur propre génie, Danica et Ava foncent au poste de police, armés de leurs preuves lamentablement fragiles. Pendant ce temps, de retour à la résidence Spencer, le pêcheur tend une embuscade à Teddy qui, étonnamment, se défend pas mal pour un fils à papa. Malheureusement, il est poignardé à plusieurs reprises et rendu incapable, ne serait-ce que de crier à l'aide. Grant découvre son fils se vidant de son sang sur la pelouse uniquement pour se prendre un crochet dans sa propre gorge. Ce pêcheur est indubitablement déterminé à accumuler un nombre de victimes impressionnant avec une efficacité redoutable. Pendant sa détention au poste, Danica fait un cauchemar agité centré sur la maison des horreurs de Bayside. Elle a une hallucination de Helen Shivers, une autre victime originelle, qui la plaque au-dessus du cadavre mutilé de Wyatt. Elle se réveille dans le chaos alors que le commissariat explose sous la nouvelle des meurtres sauvages de Teddy et Grant. Elle et Ava sont relâchées et retrouvent Stevie dehors, seulement pour être confrontées au spectacle macabre des corps suspendus comme des piñatas grotesques. Elle trouve ensuite le véhicule de Milo où Ava découvre sa dépouille sur la banquette arrière, déclenchant une crise de nerfs monumentale. Stevie, poursuivant sa mascarade héroïque, rassemble les deux femmes désemparées sur un bateau pour les éloigner de Southport. Au même moment, la police prend d'assaut l'église pour appréhender Judas et découvre qu'il a lui aussi été assassiné. Un officier remarque alors une photographie au mur montrant Judas, Sam et se tenant juste à côté de Sam, nul autre qu'une Stevie tout sourire. En pleine mer, Stevie abandonne son faussaire attentionné, jette l'ancre et se révèle être cette putain de pêcheuse. Elle livre une confession à propos de Sam et rejette sans ménagement la responsabilité de sa mort sur ses prétendus amis. Toute cette machine à sang vengeresse, complexe et sanglante a été fomentée parce qu'elle s'est sentie délaissée après la remise des diplômes. Sa stratégie diabolique consistait à assassiner les hommes chéris par Danica et Ava pour garantir leur agonie prolongée. Une bagarre violente éclate sur le pont du bateau. Juste au moment où la situation semble totalement désespérée, Ray Bronson se matérialise sur un bateau séparé, tel une charge de cavalerie cliché. Stevie attrape Danica, lui plante un crochet dans la poitrine et la balance dans la mer impitoyable. Ray agit de manière décisive, tirant sur Stevie et l'envoyant plonger dans les flots à la suite de Danica. Ray ramène une Ava en état de choc à Southport, où elle déballe rapidement son traumatisme à Julie au téléphone. Tandis qu'Ava relate cette épreuve effroyable, Julie est frappée d'une prise de conscience glaçante. Stevie n'aurait jamais pu mener toute cette opération en solo. À bord du bateau de Ray, Ava finit par faire le lien et comprend qu'il a été le complice de Stevie depuis le début. Ray avoue que son propre esprit traumatisé l'a fait basculer dans la folie, l'inspirant à orchestrer un nouveau massacre pour que la légende ne s'éteigne jamais. Lui, le héros brisé, était le cerveau dérangé derrière tout ce spectacle sanglant. Julie se matérialise juste à temps pour trouver Ava grièvement blessée d'un coup de couteau dans le dos. Elle affronte son ex-mari psychopathe qui se tient prêt à les massacrer toutes les deux sans la moindre hésitation. Avant que Ray ne puisse porter le coup de grâce, Ava s'empare du fusil à harpon et tire en plaie sur ce monstre. Dans un instant de traumatisme psychologique profond et partagé, Ava et Julie concluent un pacte mutuel pour haïr à jamais le 4 juillet. Dans un retournement de situation incroyable, Danica s'échoue sur le rivage, salement amochée, mais d'une manière ou d'une autre pas encore morte. Elle est réunie avec Ava à l'hôpital, où les deux semblent enfin recoller les morceaux de leurs liens fracturés. Puis, pour pulvériser complètement ce fragile instant, Ava informe Danica que Stevie est toujours dans la nature.
Pendant le générique, on voit Carla Wilson, une autre survivante, faire du doom scrolling en consultant les infos sur ce fiasco intégral. Jory apparaît à sa porte, porteuse d'un message de Stevie qui déclare de manière menaçante « Cette merde n'est pas terminée ». Carla, toujours aussi redoutable, demande simplement à Julie quelle créature elle doit vaincre cette fois.